Bonjour, la leçon d'aujourd'hui, ça va être sur les propriétés du système solaire. Fait que c'est un peu une révision de ce que vous avez vu au primaire. Comme par exemple, on va commencer tout simplement avec l'ordre des planètes. Donc, pour se souvenir l'ordre des planètes, il y en a qui le savent déjà par cœur, ou il y en a qui utilisent une phrase. Une des phrases les plus populaires, c'est Mon vieux, tu m'as jeté sur un nuage. Et le début de chaque mot est la lettre que tu as besoin de te souvenir par rapport au Soleil. Donc, bien sûr, le Soleil est ici. Donc, la première planète, c'est Mercure. La deuxième, c'est Vénus. Ensuite, on a la Terre. On a Mars. On a Jupiter. On a Saturne. On a Uranus. Et on a Neptune. Et ce qui est fantastique avec cette phrase-là, je ne sais pas si on vous l'avait déjà expliqué, c'est qu'en français, il y a l'apostrophe AS pour astéroïde. Parce que la ceinture principale d'astéroïdes se retrouve entre Mars et Jupiter. Fait qu'il est placé exactement au bon endroit dans la phrase. Okay? J'ai mis des distances aussi. Donc, souvenez-vous, 1 UA, 1 unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, à 1,7 UA, tu commences la ceinture d'astéroïdes et à 4,5, elle finit. Donc, la ceinture d'astéroïdes, c'est large, là. C'est plusieurs fois la distance, c'est environ 3 fois la distance entre la Terre et le Soleil, et ça, c'est rempli de roches. Cependant, on a déjà envoyé des sondes à travers ça et on n'a pas frappé de cailloux. Il faut penser que dans l'espace, les distances sont immenses, donc il y a beaucoup de place pour passer entre les roches lorsque tu traverses une ceinture d'astéroïdes. Il y a une autre ceinture qui s'appelle la ceinture de Kuiper, fait qu'on a dans le fond un K après ici pour la ceinture de Kuiper. Et elle, on voit qu'elle est beaucoup plus loin, est à 30 unités astronomiques. Donc ça ici, ça veut dire que c'est 30 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est là que commence la ceinture de Kuiper et elle finit à 55, donc très, très, très éloignée. Et si vous regardez la distance de Pluton, Pluton se retrouve justement à l'intérieur de cette ceinture-là. C'est pour ça que c'est une planète naine. Là, on est rendu tellement loin du Soleil qu'il fait très froid. Donc, on va retrouver des corps qui ne sont pas juste de roches, comme la ceinture principale d'astéroïdes, mais on va trouver des corps qui sont faits de glace, qui n'ont pas eu la chance de fondre à cause que le Soleil est trop loin. Et c'est pour ça que beaucoup de ces objets-là, s'ils viennent proche du Soleil, ça devient une comète et ça va fondre, donc ça va avoir une queue. Encore plus loin que ça, on a une espèce de sphère. Fait que là, jusqu'à présent, les ceintures d'astéroïdes sont vraiment sur un anneau. Tout tourne sur un même plan. Donc, si tu as déjà vu un disque vinyle, tu peux t'imaginer ça. Toutes les planètes, toutes les ceintures d'astéroïdes, donc la ceinture d'astéroïdes principale, la ceinture de Kuiper, sont tous dans ce disque-là. Mais on peut s'imaginer qu'on a un gros ballon de plage autour de ça, et ça contient tous les objets qui sont attirés par le Soleil. Donc, qui complètent notre système planétaire. Donc, tous ces objets-là sont montrés ici. On voit la grosseur de l'anneau ici. Ça, c'est la ceinture de Kuiper, qui est déjà immense. Et on voit tout ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup plus d'objets encore qui tournent autour ou qui gravitent autour du Soleil, qui ont un effet, donc qui sont attirés par la gravité du Soleil. Un objet ici n'est pas attiré par le Soleil. Donc, ça, on appelle ça le vide interstellaire. C'est le vide qui existe entre deux étoiles, où est-ce qu'il y a il peut y avoir des objets là, mais ils ne sont pas attirés par aucune étoile à ce moment-là. En général, il y a très peu d'objets dans le vide interstellaire. Donc, le nuage d'Oort, vous avez vu, la taille est immense.
c'est tous les objets qui sont attirés par le Soleil. Donc, il faut qu'ils soient attirés par le Soleil. Et ça complète notre système solaire. Okay? Ensuite, là, il y a de la roche dans le système solaire. Donc, la roche, la plus petite roche qu'on peut avoir, on appelle ça de la poussière. C'est 30 micromètres. Donc là, on commence à être vraiment petit. Donc, 30 micromètres, si on écrivait ça en mètres, c'est 0,030. C'est des micros. OK, excusez-moi, c'est pas des milli. Il me manque un 7 de 0. Donc, c'est très, très, très petit. Cette poussière-là interstellaire, elle existe. Elle peut être dangereuse dans l'espace quand on voyage, parce qu'on voyage à de très grandes vitesses. Mais au moins, généralement, les boucliers sont capables de quand même de résister à ça. Et quand ça rentre dans notre atmosphère, ils sont désintégrés rapidement et laissent très peu de traces lumineuses à ce moment-là. Quand on va voir des traces lumineuses de roches qui rentrent dans notre atmosphère, là, on parle plutôt de quelque chose qui ressemble à un astéroïde ou un météorite, qui sont des plus grosses roches. Donc, généralement, les météoroïdes sont entre 30 micromètres et 1 mètre. Donc, 1 mètre, vous savez c'est quoi 1 mètre? Ça, c'est le diamètre, la grosseur. Fait que toute roche qui est plus petite que ça va être appelée un météoroïde, à part ce qui est en bas d'un 30 micromètres, qui est de la poussière interstellaire. Pourquoi qu'on a fait deux catégories? Pourquoi ça ne s'appelle pas juste des astéroïdes? Les astéroïdes, c'est des grosses roches qui sont au-dessus de 1 mètre. C'est parce que c'est environ ça la limite. Quand tu es à 1 mètre, ça veut dire que tu es assez gros que quand tu vas rentrer dans l'atmosphère de la Terre, oui, tu vas te désintégrer, mais il y a une partie qui devrait toucher le sol, qui devrait arriver à toucher le sol. Alors que les météoroïdes, quand tu es proche entre 1 mètre et 30 cm, généralement, tu vas tout te dégrader avant d'arriver sur la planète Terre. Donc, il ne restera plus rien à ce moment-là. Okay? Et justement, c'est de là que viennent les prochains mots que je voulais voir. Fait qu'ici, on va dessiner une planète Terre. Vous savez qu'au-dessus de la planète Terre, il y a des gaz qu'on appelle l'atmosphère. On l'a vu en biologie. Donc, les astéroïdes, les météoroïdes sont à l'extérieur de notre atmosphère. Fait que les plus petits, c'est les météoroïdes. Et les plus gros, c'est les astéroïdes. Maintenant, que ce soit un astéroïde ou un météoroïde, quand il va rentrer dans l'atmosphère, il va commencer à être ralenti par la friction. Un peu comme quand tu vas à vélo, tu sens l'air te ralentit. Bien là, imagine, les météoroïdes, les astéroïdes vont à plusieurs, parfois centaines de milliers de kilomètres/heure. Donc, c'est très rapide. Donc, quand ils vont arriver dans l'atmosphère, ils vont commencer à avoir de la friction, donc ce qui les ralentit. Et la friction, ça crée beaucoup de chaleur. Donc, ça fait fondre la roche, ça fait désintégrer la roche. Donc, ça laisse des particules très chaudes derrière elle. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on va voir la lumière de ces objets chauds-là qui vont nous apparaître. Et c'est ce qu'on appelle une étoile filante dans le jargon de tout le monde, dans le jargon de la vie de tous les jours. Et une étoile filante, c'est ce qu'on appelle une météore en sciences. Donc, vous pouvez écrire ici, c'est une étoile filante. Puis c'est une roche qui se désintègre dans l'atmosphère. Donc, juste corriger une fausse conception. Les gens, quand ils disent « Oh, une étoile filante », ce n'est pas une étoile. Okay? Donc, ce n'est pas une étoile qui est en train de tomber sur la Terre. Les étoiles sont immensément plus grandes que les planètes. C'est des grosses boules de gaz qui font des réactions nucléaires. Si ça tombe sur notre planète, la planète va être fondue avant même que l'étoile nous tombe sur la Terre. Donc, ça n'arrivera pas. Fait que ce qu'on appelle des étoiles filantes, essentiellement, c'est juste des roches en feu.
En science, on va appeler ça des météores. Et là, les météorites, on ajoute un R à la fin, un hit à la fin, un hit à la fin. Un hit, OK? Ça frappe le sol. OK? Donc, c'est quand on a une roche, donc un astéroïde ou un météoroïde qui frappe le sol. Comme j'ai mentionné, généralement, ça va être les astéroïdes. Les météoroïdes, généralement, ils vont se désintégrer avant de toucher le sol. Donc ici, vous pouvez écrire roche de l'espace qui frappe le sol. Fait que le gros météorite qui a frappé dans la péninsule du Yucatan au Mexique, soit il y a 65 millions d'années, ça c'était un météorite. C'est une grosse roche qui a touché le sol. Okay? Fait que le météorite, si on l'ajoute sur notre schéma, ici on avait le météore. La météore et le météorite, lui, va toucher le sol. Donc, je vais le mettre au sol ici. Boum. Ça, c'est le météorite. Bien sûr, vous savez qu'un météorite, quand ça frappe le sol, comme quand on envoie un caillou dans le sable ou une bille dans le sable, ça fait un peu comme un cercle autour du sol qui a été déplacé par l'impact. Bien ça, on va appeler ça un cratère. Donc le cratère, c'est le trou formé par le météorite. Donc les cratères, on arrive à les trouver encore. D'ailleurs, on a trouvé celui au Mexique qui explique la disparition des dinosaures. Plus près de chez nous, au Québec, il y a aussi des cratères qui proviennent du passé. Je l'ai ici sur un Google Maps. Essentiellement, on le voit de l'espace. Vous êtes capable de juste prendre Google Maps, vous promener dans le monde, puis vous allez trouver des anciens cratères. Celui du lac Masquinongé, on l'a trouvé lorsqu'on a bâti voyons, comment ça s'appelle, Manic 5, qui est un barrage hydroélectrique. On a dû inonder une section. Le barrage Manic 5 était bâti juste ici. Et là, ben, si vous regardez, juste à l'œil nu, on est capable de voir... Oh, attends une minute, là. Ils ont remarqué qu'en inondant cette section-là, ça formait une espèce de rivière qui était en rond. Okay? Et ça, justement, c'est un ancien cratère. Ils ont pu déterminer l'âge de ce cratère-là. C'est une ancienne roche qui est tombée, qui a fait ce cercle-là qu'on voit sur l'écran. Cependant, un cratère, c'est quand il vient d'être formé. Quand il a commencé à être endommagé par l'eau, par le vent, par l'érosion, par les plantes, là, après ça, on appelle ça un astroblème. Donc, un astroblème, c'est essentiellement un vieux cratère endommagé par l'érosion. Il y en a un ici à Charlevoix aussi. Il est un peu moins évident à voir ici. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une section qui a des lacs et des rivières, puis il y a une section qui n'en ont pas. Fait qu'ici, toute la section ici, ça forme, il y a eu un cratère qui est tombé là, puis ça fait un gros rond comme ça ici. Et ça, on appelle ça justement un astroblème. C'est un ancien cratère qui est là. Je ne sais pas s'il y a un type de carte qui nous permettrait de mieux le voir. Je vais voir si, avec le terrain, peut-être, on va mieux le voir. Pas tant, hein? Oh, je ne l'avais même pas à la bonne place, il est ici. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une section qui n'a pas de montagne, qui a été écrasée complètement. Fait qu'on voit juste le corps du rond en haut ici de l'astroblème. Donc, on a pu déterminer, puis on a même trouvé des roches qu'on sait qui sont des roches d'un météorite qui a tombé, parce que la composition de la roche n'est pas pareille que la roche géologique qu'il y a là tout autour. Fait qu'ici, on va aller ajouter ça. Fait qu'un astroblème, c'est quoi? C'est juste un vieux cratère qui a subi l'érosion.
Fait que sur la Lune, il n'y a pas d'astroblème parce qu'il n'y a pas d'érosion par le vent, par l'eau. Okay? Fait qu'on voit juste des cratères à ce moment-là. Mais sur Terre, on a des astroblèmes parce que, bien sûr, il pleut, il y a des plantes qui endommagent le sol, on a de l'érosion, donc on a de l'astroblème. Fait que si on avait à dessiner un astroblème sur notre schéma ici, on va dessiner un vieux cratère qui généralement ça forme des formes circulaires sur la surface de la Terre. Maintenant, ce que vous allez faire pour le restant de la période, c'est de répondre aux questions qu'il y a sur le reste du document. Okay? Ici, c'est écrit d'utiliser les pages du manuel. Vous pouvez le faire. J'ai essayé de faire un résumé aussi sur cette page-là ici que le suppléant va vous remettre. Donc, je pense que c'est plus facile d'utiliser ce résumé-là. Est-ce que toutes les planètes sont distancées également? Fait qu'ici, vous allez regarder c'est quoi la distance de la planète par rapport au Soleil. Fait que la troisième avant-dernière rangée, c'est la distance par rapport au Soleil. Donc, vous pouvez voir, est-ce que la distance est tout le temps pareille entre les planètes ou il y en a qui sont beaucoup plus distantes les unes que les autres? Et lesquelles sont les plus distantes? Les rocheuses ou les gazeuses? Fait que ça revient à une leçon qu'on a déjà faite. N'oubliez pas que les quatre premières planètes du système solaire sont des rocheuses, qu'on appelle aussi telluriennes. Donc, ça ici, c'est rocheuse. Et les 4 dernières sont des planètes gazeuses. Donc, c'est du gaz gelé, essentiellement, qu'on appelle aussi joviennes. Donc, quand ça va te poser des questions entre rocheuses et gazeuses, on parle des 4 premières puis des 4 dernières planètes, essentiellement. Fait que lesquelles sont les plus proches puis lesquelles sont les plus éloignées. Ensuite, quelles sont les plus grosses planètes, les rocheuses ou les gazeuses? Donc, pour savoir la grosseur d'une planète, vous avez la deuxième colonne qui va vous mentionner c'est quoi la taille de diamètre en kilomètres des planètes. Fait que vous allez pouvoir le dire. Et là, ça va vous demander, est-ce que c'est les plus grosses planètes ou les plus petites qui ont plus de lunes? Pour savoir le nombre de lunes, okay, ça c'est la 5e avant-dernière colonne, vous avez le nombre de satellites naturels. Non, c'est juste écrit nombre de lunes, donc vous pouvez vous servir de ça. Ensuite, quelle planète possède des anneaux planétaires? Les anneaux planétaires, je crois qu'ils sont placés au verso de la feuille. Non, c'est la dernière colonne sur le premier côté de la feuille. Les anneaux planétaires. Okay. Et pour savoir comment les anneaux sont placés, les anneaux sont tout le temps placés à l'équateur d'une planète. Donc, si on veut que les anneaux font face au Soleil, il faudrait que la planète soit inclinée à 90 degrés vers le Soleil. Il faut savoir c'est quoi l'inclinaison des différentes planètes. L'inclinaison des différentes planètes, vous l'avez au verso. Ça va vous donner l'inclinaison de l'axe. Ça vous dit c'est quoi l'inclinaison. Fait qu'à 90 degrés, tu aurais des saisons extrêmes, tu fais face directement au Soleil. Le pôle Nord fait directement face au Soleil durant l'été. Et durant l'hiver, il serait complètement l'autre côté de la planète, donc ne verrait pas le Soleil du tout. Fait que c'est pour ça qu'à 90 degrés, on a vraiment des saisons extrêmes. En bas de 10 degrés d'inclinaison, ta planète n'a pas trop de saisons. Ça veut dire qu'il y a pas mal le même climat tout le long de l'année, donc tout le long de la révolution autour du Soleil. Ensuite, pour savoir s'il y a de l'activité volcanique, je peux vous donner un indice. L'activité volcanique d'une planète, c'est seulement lorsque tu as une planète rocheuse. Il n'y a pas d'activité volcanique chez les planètes gazeuses. Ensuite, quelle planète tourne le plus vite sur elle-même? Là, je vais vous parler de 2 mots de vocabulaire. Une période de révolution versus une période de rotation. Période de rotation, c'est quand tu tournes sur toi-même. Okay? Donc, généralement, ça correspond au jour sur une planète. Nous, on fait un tour sur nous-mêmes presque à chaque 24 heures. Okay? Tandis qu'une période de révolution, c'est combien de temps ça prend pour faire le tour de l'étoile, donc le tour du Soleil dans notre cas. Nous, c'est environ 365,25. Fait que vous avez la période de rotation et la période de révolution dans le milieu de la feuille sur le premier côté. Ensuite,
Y a-t-il une tendance entre le temps que ça prend à faire, pour une planète à faire le tour du Soleil et sa distance par rapport au Soleil? Fait comparer la distance par rapport au Soleil, qui est la troisième avant-dernière rangée, et combien de temps ça prend, donc sa période de révolution. Est-ce qu'il y a une corrélation là? Est-ce qu'il y a une corrélation entre la distance d'une planète par rapport au Soleil et sa température à la surface? Donc, comparer la distance par rapport au Soleil et la température à la surface se retrouve au verso. Est-ce qu'il y a une tendance entre la grosseur de la planète et la gravité à sa surface? Donc, vous avez la gravité se retrouve, c'est la deuxième colonne, juste ici, gravité. Et regardez la grosseur de la planète. Donc, vous pouvez regarder la taille ou la masse de la planète et dire s'il y a une corrélation entre les deux. Nomme les 3 planètes qui ont des anneaux. Nomme la seule planète que tu es capable de prendre juste des jumelles puis de voir les anneaux de la Terre. Et quelle planète pourrait avoir des saisons? Donc, comme je vous ai mentionné, il faut une inclinaison qui est de 10 à 170 degrés. Et à ce moment-là, tu commences à avoir des saisons. Donc, quand tu es proche de 0 ou de 180, ta planète est complètement droite, il n'y a pas de saison. Mais aussitôt qu'elle est un peu inclinée, donc de 10 à 170 degrés, là, tu as des saisons. Ensuite, vous allez répondre aux questions suivantes, à savoir comment arriver à faire les exercices ici. Donc, dessiner la queue d'une comète, okay? La ceinture d'astéroïdes principale, pourquoi Cérès est une planète naine et non pas une vraie planète. Décrire c'est quoi les trajectoires, faire la différence entre un météore, météorite, météoroïde, et la distance entre les deux ceintures, faire la différence entre les deux ceintures d'astéroïdes. Donc, la ceinture principale d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper. Donc, je vous souhaite une bonne période.